Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui, Lucas, comment ça va là? Après cette semaine à Roland-Garros. Écoute, ça va nickel, j'ai un peu bronzé là, sur le coup Philippe Chatrier là, tu vois un peu les couleurs. Et ouais, il y a bientôt la finale là. Ouais, c'est ça. Finale dans 30 minutes, du coup voilà, on va essayer de faire un timing épisode... on sera clutch, on va enregistrer en un shot. J'espère. Du coup aujourd'hui on voulait parler des avis Google Amazon. On avait déjà fait un épisode à l'époque dessus, il était disponible sur Spotify. Mais ouais, il était pas à notre goût, voilà. On voulait le compléter et en faire un meilleur. Ouais. Du coup pour commencer sur les avis Google Amazon, ça a commencé avec Amazon dans les années 90. Donc ils avaient lancé un peu les avis sur la vente de leurs livres pour permettre de trier leurs produits, donc automatiquement, meilleurs avis au moins bons. Et après, Google a lancé ça en 2014 avec les entreprises comme on connaît aujourd'hui, les restaurants. Ouais. Et donc ça s'est un peu démocratisé et nous on voulait en voir les conséquences parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout est noté, quoi. Et ça manque un peu de spontanéité, tu vois. T'as tendance à trop regarder les avis Google et finalement prendre tes décisions en fonction de ce qui est écrit dessus, tu vois. Donc, c'est ça. Toi d'ailleurs, je voulais te poser la question, est-ce que tu te fies à ces commentaires-là ou tu vas par exemple, tu vas découvrir une nouvelle ville et tu vas te dire, bon, je vais à cette pizzeria-là parce que voilà, ça me plaît et sans regarder... Ça dépend du moment. Quand je suis avec toi, ouais, moi, t'as c'est pas pas le choix, possible. Voilà, parce qu'il faut savoir que Lucas, il regarde tout le temps les avis. On va devant un resto, il rentre pas tant qu'il a pas vu la note Google. J'aime bien, je préfère. Ouais. Et le problème, c'est que ça commence à dépeindre sur moi parce que je commence à faire la même chose et c'est pas bien. Mais après, pour être honnête avec toi, ça dépend. Ça dépend du moment. Si par exemple, on est à la maison ou dans un endroit et qu'il faut chercher un resto et que tout le monde a envie de pizza, je vais chercher pizza, je vais regarder un peu les meilleurs, qualité-prix, etc. Mais si je suis touriste dans une ville, je vois que le gars, il fait une pizza, le cuisinier, ça a l'air beau, ça a l'air propre dedans et tout. Je vais rentrer, mais maintenant, aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que même quand je rentre, je vais quand même regarder à l'intérieur, tu vois. Ouais, voilà. Une fois que j'ai commandé. Ça, c'est le non-respect ultime. Tu prends leur Wi-Fi et tu regardes grâce à leur Wi-Fi la note du restaurant. Là, t'as tout complété. Mais ouais, en fait, c'est ça. C'est devenu un réflexe même inconscient. Et beaucoup de gens, moi je suis pas le pire des cas, j'ai vu des témoignages, genre t'as des mecs qui regardent la date de parution du commentaire, l'espace entre les commentaires, pour voir s'il y a eu un propriétaire qui a changé. Non, quand même. Ouais. Au bout d'un moment, faut se dire qu'aller au restaurant, c'est un plaisir à la base, et là, ça s'aborde un peu le plaisir, la spontanéité, exactement. Tu vas découvrir de nouvelles choses. Je suis d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus dans un resto s'il est en dessous de 4 étoiles. Tu vois, ça existe. Et voilà, j'en ai une en face de moi, mais... Ça dépend quel resto. Si c'est un kebab, en vrai, un kebab en dessous de 4, t'y vas pas. J'y vais pas, je suis honnête. Voilà. Non, mais toi non plus. Non. T'es honnête. Clairement pas. Mais est-ce qu'un resto, même un resto, je te parle pas d'une grande enseigne, McDo, Burger King, quoi que ce soit, un resto à 3,5, est-ce que t'y vas ? S'il y en a d'autres qui sont mieux notés, non. Tu vois, mais ça, c'est mon esprit un peu, voilà, je compare en fait. Je compare directement. Tu compares. Parce que des fois, il faut s'avouer que des fois, des restos sont mal notés parce qu'ils ont déjà peu d'avis, tu vois. T'as une quarantaine d'avis. Et c'est même pas des fois lié à la nourriture, tu vois. C'est plus lié au service. Ouais, ça c'est vrai. Aux personnes qui sont pas très polies, sont pas très accueillantes, tu vois. Il faut se dire quand on va chez le glacier à Neuenburg en Allemagne, tu vois. Les glaces, elles sont exceptionnelles, elles sont pas chères, mais je peux vous dire que l'accueil, il est horrible. Ouais. Mais tu parles pas allemand, ils en ont marre des touristes. Et après, t'as des gens aussi qui sont un peu plus difficiles que nous, qui ont d'autres standards, qui vont critiquer des choses qui paraissent bien pour nous, tu vois. Genre des services. Oh, j'ai dû attendre 30 minutes, vas-y, ça va, c'est une pizza. Ouais. Tu vois. Tu vois, et qui vont mettre 3 étoiles parce que c'est leur jugement. En fait, ça dépend aussi du jugement des personnes. Il y en a qui vont leur niveau de valeur et leur niveau de flexibilité. C'est ça. Ils vont juger, la lumière n'est pas assez tamisée, etc. C'est ça. Ouais. Ça pour moi j'ai juste envie de manger. Ah, le cadre compte, mais j'y porte pas trop attention. T'es pas architecte d'intérieur non plus. Voilà, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi parler des avis Amazon, parce que surtout sur des produits high-tech, genre des écouteurs d'une marque chinoise et tout ça, à chaque fois, tu vois 4000, 5000 avis, 5 étoiles ou presque. Et moi, je savais pas avant cette émission que il y a 70%, surtout pour ces produits-là, qui sont fake. C'est des avis fake qui sont autogénérés parce que il y a des pages Facebook qui sont destinées à ça. Donc, vous avez des pages Facebook qui vont lier des consommateurs en général avec des marques. Et les marques vont donner des produits pour que les consommateurs puissent donner des avis 5 étoiles avec des bonnes reviews.
donc en échange du produit, quoi. Et voilà, ça, on ne sait pas forcément. Ça falsifie un peu, tu vois, la crédibilité du produit. Toi, moi, je vais acheter une gourde sur Amazon. La dernière que j'ai achetée, j'ai vu 4,7 5000 avis. Je me suis dit, bah, elle est bien, c'est bon. tu vois. Je vais la prendre. Elle était bien, elle est toujours bien. Mais quand je me rends compte, il y a des sites pour vérifier ça, Review Data, que tu as pratiquement 40% de faux avis, des gens qui sont payés par l'entreprise, même des employés, tu vois. J'avais entendu qu'ils sont payés, certains, à mettre des faux avis le soir, avec des comptes. Enfin, tu vois, ça va quand même assez loin, tu vois. Le pire que j'ai vu, par contre, c'est t'as des clics, enfin t'as des gens qui sont payés au clic. En gros, c'est souvent en Inde et au Bangladesh parce que voilà, ils sont payés au lance-pierre, on va dire. Donc ils vont créer énormément de comptes pour mettre des upvotes sur des avis négatifs des concurrents. Genre ils vont être payés par des entreprises pour mettre des upvotes sur des avis négatifs de la concurrence. Donc ça permet aussi de décrédibiliser la concurrence et gagner en vente, quoi, et gagner en crédibilité de ton côté, quoi. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie parce que des fois je vois des produits à 4,5 et quand je descends pour voir les premiers avis, c'est une étoile avec le gars qui a dit surchauffe, ça a explosé, tout ça, avec 260 approbations. Et tu te dis, mais pourquoi il est noté 5 étoiles si le premier que tu vois, c'est ça? Et son avis, il est noyé, en fait, son avis. Personne ne peut le voir parce qu'il regarde la note générale. Et donc il se dit, 4,4, c'est bon, j'ai même pas besoin de lire. Et souvent, quand tu lis, ça m'est déjà arrivé, pour par exemple, des produits, on va dire, tu veux acheter un casque sur Internet, tu vas voir que les avis sont pas en lien avec le casque, mais en lien avec des produits de cosmétiques, par exemple. Donc ils reprennent des anciennes fiches produits et ils vont juste changer la photo et le titre, mais les avis seront sur un autre produit, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils peuvent relier des avis entre eux. C'est ça. Parce que, tu vois, quand tu as par exemple une gourde de 25 millilitres, une gourde de 50 millilitres, une gourde de 100 millilitres, tout cela va être noté à la même enseigne. Donc, ça va être le même espace commentaire de 5000 avis, alors qu'il y a plusieurs options. Si ça se trouve, la 1000 millilitres, elle n'est pas adaptée, elle est trop grosse à prendre en main. Mais des fois, c'est des produits totalement différents. Ils peuvent changer la fiche produit comme ça aussi, donc c'est encore pire. On peut passer de produits cosmétiques à écran plat, tu vois, par exemple. Il faut juste si tu lis les commentaires, moi, j'ai pu voir que c'était une fraude comme ça, en fait. Mais c'est pas le réflexe que t'as. Mais t'es quand même influencé par ces avis. Parce qu'au final, même nous deux, quand on va regarder un produit, je préfère qu'il y ait 4,8, 5000 avis, plutôt que 12 avis, 3,7. Là, je vais me dire que... Clairement. Et le pire, c'est qu'il donne aussi une certification. Je sais pas si tu connais les Amazon Choice. Donc c'est quand tu as un certain nombre d'avis positifs dans une période donnée. Donc même l'algorithme marche avec ces systèmes-là. Donc si tu payes, on va dire, 1000 avis les dernières 24 heures, tu vas être mis en avant par Amazon, en fait, même par la plateforme même. Donc c'est dur d'avoir un esprit critique là-dessus. Donc faut vraiment aller... Mais la preuve que les avis ont un peu influencé aujourd'hui nos choix au plus profond de nous-mêmes, c'est de voir une statistique qui montre que les 18-34 ans, il y a 90% des 18-34 ans qui font autant confiance aux avis Google, Amazon qu'à leur famille. Si mon père aujourd'hui va me conseiller cette gourde, il va me dire je l'ai acheté sur Amazon, je vais avoir 3,5, je vais quand même me dire mais il y a un souci, tu vois, sur cette gourde. Alors que au final, s'il me l'a conseillé et qu'il l'a acheté, pourquoi je devrais faire plus confiance aux avis qu'à mon père, par exemple? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. C'est pareil, par exemple, pour les guides Michelin, tu vois, qui te conseillaient des restaurants. Les gens font même beaucoup moins confiance à ces certifications-là, alors que c'est des experts qui s'en occupent, que des avis Google, parce que je pense aussi que on se sent peut-être plus proche de... Voilà, il y a une barrière qui se met avec des spécialistes. Alors que là, sur Google, c'est des consommateurs comme nous, tu vois, qui font leur propre expérience du restaurant. Donc, ils vont pas utiliser des termes très élaborés. Ils vont dire la réalité, en fait, la réalité du terrain. C'est ça. Donc, c'est ça, je pense, qui rapproche. Ouais. Ils vont pas te dire la pêche, elle est un peu trop citronnée. Ouais, ils vont dire c'est dégueulasse. L'arrière-goût. S'ils aiment pas, ils sont clairs. Voilà, au moins, on est fixé. Et c'est ça qu'on cherche au final. Ça. Et nous, on cherche ce langage parce que les gastronomiques, on les connaît pas, et tout ce langage autour, on n'a pas un palais pour les grands crus. Nous, on a un palais de kebab, de McDo. Bon, c'est pas pour nous dénigrer qu'on dit ça, mais je veux dire, on a plus tendance à connaître ces goûts-là. Donc, quelqu'un qui va noter sur Google, on va dire que c'est quelqu'un qui a à peu près les mêmes habitudes alimentaires que nous, et donc qui va être plus proche, tu vois, de notre critique. Et tu te dis que quelqu'un sur Google, il a rien à perdre. Tu vois, il va avec un faux compte, un faux nom,
il va dire ce qu'il pense. Si le service il était dégueulasse, tu vois, t'as des avis, le steak c'était du chewing-gum, comment il l'a cuit, avec beaucoup de une haine. semelle. Tu vois, ils sont durs sur les mots. Tu sais qu'un guide Michelin, si c'est pas bon, déjà il va pas le mettre dans le guide. De une, tu vois, et de deux, il va être, tu vois, il va dire oui, peut-être que le dessert était moins à la hauteur que oui, voilà, le plat, ils vont pas dire les termes, voilà, c'est ça. Ouais. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ceux qui checkent les commentaires, en général, c'est pas les générateurs de commentaires. C'est pas ceux qui vont prendre l'initiative de mettre un review sur un restaurant qu'ils ont fait, parce que ils sont tellement, en fait, ils sont tellement guidés, ils sont en autopilote, donc ils ont pas leur propre avis déjà à la base, parce qu'ils lisent déjà les commentaires en avance. Donc ils ont pas le réflexe de commenter de leur plein gré, tu vois. C'est exactement ça. Et tu auras tendance à voir que les gens qui mettent les commentaires, c'est plus les gens qui sont déçus. Parce que quand tu vas à un resto et que tu es déçu, c'est comme si tu avais un sentiment, certains, je dis pas tout le monde, mais certains ont un sentiment de vengeance, un peu de dire ok, il m'a mal parlé, il m'a mal servi, il m'a servi de la merde. Bah moi, sur Google, tu vas voir que je vais te retourner, tu vois. Donc il va mettre une 1 étoile. Alors que toi, tu manges bien dans un resto, t'es bien servi, c'était agréable, tu sors, tu dis bah écoute, on a passé une bonne soirée, une agréable soirée, mais ton réflexe en rentrant chez toi, c'est pas de mettre un avis 5 étoiles Google, hein, c'est de rester normal. C'est un peu la personne qui va être déçue, elle va mettre le 1 étoile. Je pense qu'on se dit que voilà, on a payé un certain prix, ben on veut une certaine performance, une certaine prestation, tu vois. Donc pour nous, c'est un peu normal d'avoir de la qualité dans... Alors que c'est pas le cas. Beaucoup de restaurants qui sont mauvais. Et justement, il y a aussi TripAdvisor. Donc eux, ils sont plus basés sur les recommandations. Donc ils ont vraiment développé un outil qui permet d'identifier les avis un peu... les avis... qui peuvent provenir d'un ordi, d'un IA, tu vois, par exemple, parce que eux, leur système, c'est vraiment basé sur la recommandation pure, alors que, par exemple, Amazon et Google, c'est vraiment, ils gagnent l'argent par la vente et la publicité. Donc, pour eux, c'est pas vraiment intéressant de trier, ils s'en foutent un peu, en gros. C'est ça. Donc, vous attendez pas à avoir vraiment une protection de la part de ces plateformes-là. Ça, si un gars veut se venger, un café lui a mal parlé, il va parler à tous ses potes et il va dire ok, mettez tous 1 étoile. Ouais. Et le gars va descendre, tu vois. Alors je dis pas, il y a une certaine modération. Par exemple, récemment sur Twitter, il y avait une femme, une patronne d'une start-up qui avait parlé mal des stagiaires et des alternants. Ah oui, j'avais vu. Tu vois, sur Twitter, ça a fait un buzz. Elle s'est pris 5000 avis d'un coup. Elle a eu 0,7 en note. Mais tu vois, Google a modéré ça. Ils ont tout enlevé, ils ont remis la note de base. Mais je veux dire... si c'était, imaginons, une vingtaine d'avis fake avis, bah, Google n'aurait pas modéré. Google a modéré parce que c'était trop énorme. Mais si c'est des faux avis, si quelqu'un met un avis fake à propos de vous en rentrant dans le restaurant juste parce qu'il veut vous descendre, bah, vous n'aurez pas moyen de le supprimer à part de négocier avec lui, quoi. Et ça, les gens ne le savent pas. L'entreprise ne peut pas supprimer un avis comme ça. Faut qu'elle demande à Google ou faut qu'elle voit avec le client pourquoi il a mis ça, parce que le client, il va dire bah, c'est légitime. Moi, je me sentais mal, je le mets. Alors que des fois, il y a rien et ils savent que c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, vous comme moi, on va regarder les notes et on va se fier à ça. Et ça peut faire grimper un restaurant. Le restaurant peut devenir premier d'une ville juste grâce à ça. C'est pour ça que tu rentres après dans une spirale pour les commerçants qui agissent éthiquement, on va dire, qui vont pas payer ces commentaires-là, qui vont vraiment se fier aux vrais commentaires. Parce que voilà, t'as d'autres concurrents qui vont se retrouver à payer des centaines et des centaines de faux avis, et toi tu vas te retrouver en bas de la liste, donc tu vas te dire bah, je vais faire pareil, parce que à la fin ils vont vraiment décrédibiliser ton commerce et tu vas plus faire aucune vente, parce que au final c'est la réalité. Je crois qu'on est à notre tranche d'âge, on est à plus de 80% qui regardent les avis Google, donc au final tu perds tout. C'est énorme. Tu perds tout. C'est énorme. Et il y avait des experts qui analysaient du coup, qui disaient que la meilleure note c'était entre 4,2 et 4,7, parce que c'était le meilleur seuil de crédibilité. Quand c'est au-dessus de 4,7, tu vas dire que c'est trop parfait. Y a peut-être des gens qui ont abusé, ils ont mis 5 étoiles, ou bien ça a été demandé par le restaurateur, n'hésitez pas 5 étoiles. Tu vois, quand j'étais une fois à un escape game, à la fin, il me disait si vous avez aimé, n'hésitez pas 5 étoiles. Tu vois, il te dit pas mets la note comme tu l'as senti 4 étoiles, non 5 étoiles. Ce qui fait que le gars se retrouve avec 4,9 et plus de 500 avis. Douteux, limite. Mais tu vois, pour moi, 4,9 et 600 avis, c'est trop. Genre, c'est pas possible. Il y a forcément un défaut. Le gars n'est pas parfait. Il va pas me faire l'escape game gratuit. Il me donne un billet de 100 à la fin. Et voilà. Ce qui est bien aussi quand t'es à 4,3, 4,4, ça veut dire qu'il y a eu des avis négatifs. Et c'est à ce moment-là que les boutiques, les commerçants en général peuvent répondre à ces commentaires-là. Et les gens aiment voir
aiment voir la pensée, enfin comment dire, aiment voir le ressenti des commerçants eux-mêmes. Donc ils peuvent checker ça aussi. Ils peuvent voir la justification du commerçant, et après ils prennent ils prennent un peu parti pris, et là ils seront en accord peut-être avec ça devient un débat dans les commentaires. Tu vas regarder si c'est plus le commerçant qui a raison, voilà, c'est plus ça. Le client. Donc si t'es en accord avec lui, t'as tout gagné. C'est pour ça qu'il faut toujours répondre aux commentaires. Il y a aucun à part si c'est des injures ou des propos infondés. Là tu peux report sur Google, je pense que c'est vite tège. Mais pour le reste, toujours répondre, parce que il y a des clients à se faire en fait au final en répondant à ça. Et on remarque aussi qu'on est aussi, nous, de plus en plus notés. Tu vois, on voit à travers les plateformes de VTC comme Uber, où le chauffeur va vous noter également. Parce que nous, on note le chauffeur, mais le chauffeur, il peut aussi nous noter si on s'est mal comporté dans le Uber. Il y a aussi des plateformes, je crois, comme Airbnb, tu vois, qui notent le client à travers ses locations, le site. Est-ce que c'est un bon client? Tu vois, même les plateformes de paris sportifs, ils vont noter les clients, tu vois, qui sont sur les plateformes. Est-ce que lui, il est dangereux? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Est-ce qu'on lui interdit de parier? Et tu vois, ce système de notes, il commence à rentrer même pour nous. On va même, nous, commencer à noter si on est des bons consommateurs, si on consomme beaucoup. Tu vois, et ça commence à être Macron qui avait évoqué cette possibilité de, par exemple, pour un chauffeur Uber, par rapport à la note qu'il a eue sur la plateforme, de voir s'il est, si on peut lui accorder un prêt à la banque, par exemple, en rapport avec sa note Uber. Donc c'est ça, en fait, c'est du crédit social, on va dire. On pourrait peut-être faire dans le futur une addition de toutes ces notes-là, créer une sorte de profil, on va dire, de profil éthique dans ce sens-là. Et après, comme en Chine, un peu le crédit social. Mais on n'a pas envie de se retrouver. Voilà, personnellement, je trouve qu'en Chine, le crédit social, pour moi, c'est irréel, tu vois, le fait qu'on soit noté parce que voilà, on a traversé au rouge, parce que voilà, dans la société, on est considéré comme dangereux, tu vois, alors que c'est quelqu'un qui va jeter sa cigarette, il va avoir un crédit social moins élevé, donc il va peut-être payer une location plus chère, il ne pourra peut-être pas prendre l'avion comme certaines personnes qui ont un crédit social plus élevé. Est-ce qu'on va arriver à ce système-là? J'espère pas. Non, j'espère pas, mais ça peut être une des dérives de ce système-là, à tout noter. Et à se fier à ces notes un peu aveuglement, en fait, au final. Mais je pense même qu'en Chine, d'après les articles que j'ai lus, il n'est pas complètement mis en place. Donc pour l'instant, c'est un peu des essais dans certaines régions du pays. Mais c'est pas encore un système centralisé comme on peut le penser, en fait. Parce que c'est pas, sur une population aussi importante, c'est pas aussi facile de mettre en place un système comme ça. On pourrait en faire un épisode, d'ailleurs, sur le crédit social en Chine. Pour un peu le développement. Il y a énormément de choses à dire dessus. Mais toi, par exemple, tu regardes les avis, tu regardes les avis Google, mais Amazon, est-ce que tu te fies à ça ou est-ce que tu regardes les Amazon Choice ou des... Franchement, je regarde. Tout ce qui est notes, je sais que je regarde beaucoup. Maintenant, je vais aussi les lire. Tu vois, je vais pas juste regarder la note et commander, mais forcément, j'ai tendance à trier parmi les mieux notés parce que je regarde les notes, je regarde les critiques. Et généralement, ça correspond. Tu vois, je suis jamais tombé sur un produit qui était bien noté et qui m'a déçu. Globalement ça correspond, même si on sait qu'il y a un pourcentage de fausses notes. Et après les restaurants qui sont bien notés, c'est pas tout le temps vrai, tu vois. Il y a pas mal de restaurants qui étaient notés 4,7, 4,8. Je suis allé dedans, ça veut pas dire qu'ils méritaient 4,8, tu vois. J'ai pas eu une explosion de saveur dans la bouche. C'était une pizza, elle était bonne certes, mais un gars qui avait 4,2, 4,1, il me préparait une bonne pizza. Les gens ont tendance à noter le cadre, oui, c'est vrai, c'est un ensemble au final. Le service, c'est un ensemble. Et c'est subjectif. Mais tout le monde ne recherche pas ça. Voilà. Et j'ai aussi une dernière question. Est-ce que toi, tu vas mettre des notes pour des commerces, ou des restaurants en général? J'ai commencé, mais tu vois, je suis aussi ce que je critique, tu vois, c'est que je vais avoir tendance à mettre les notes quand des fois je suis déçu, tu vois. Moi, c'est l'inverse. Et des fois, j'en ai mis là où j'étais content, on va dire que c'est équilibré, mais je mets quand je suis vraiment content et je mets quand je suis vraiment déçu. Tu vois, je mets jamais à l'équilibre. Et ça, faudrait que je commence à faire, parce que la preuve, c'est que je regarde beaucoup, mais moi, je le fais pas, donc... Mais je pense qu'après cette vidéo, tu vois, j'ai pris aussi conscience en lisant beaucoup là-dessus, que ça a vraiment un réel impact. Donc des commerçants et des restaurants qui te plaisent et que tu fréquentes depuis des années, ça peut vraiment les aider au final. C'est ça. Parce que tout est scruté. Donc faites-le les gars, si vous aimez vraiment quelque chose, que ce soit une boutique, un restaurant, même je sais pas, un Airbnb et tout ça, n'hésitez pas à donner de la force à ces gens-là, parce qu'ils le méritent au final, si ça vous plaît. C'est hyper important. Tu vois, je voulais dire, je connais un photographe,
je sais que les avis Google, ça a un impact. Parce qu'il y a des gens qui vont taper, par exemple, photographe de la région. Et ben, tout de suite, ils vont regarder. Ah, lui, il a beaucoup de notes. Il est bien noté. Il a des bonnes critiques, tu vois. Ils ont lu. Donc, on va l'appeler. Mais ils ont peut-être pas regardé le site. Ils ont peut-être pas regardé tout ce qu'il faisait. Ils ont dit, c'est un bon photographe, bien noté, les bonnes critiques. Ok, je l'appelle. Et ça, aujourd'hui, ça peut jouer, tu vois, sur un chiffre d'affaires, sur une carrière. Le gars, il va avoir ses premiers clients comme ça. Il va être de mieux en mieux noté. Et ça va être le numéro 1 dans la région. Rien que parce que c'est celui qui a le plus de notes et le plus de... Tu vois. Donc, pour moi, comme tu dis, il faut pas hésiter à noter si c'est bien fait. Et voilà. Mais justement, ça a des dérives aussi, ces avis Google, parce qu'on se retrouve avec des reviews qui sont parfois fake. Il y en a qui trollent. Il y en a qui rigolent là-dessus. Ouais, c'est ça. Je suis tombé sur un, je peux vite fait le lire. Genre, c'est... Vas-y. Je sais pas en fait s'il rigole, tu vois, t'es vraiment entre deux. Il dit quoi en temps normal, c'était une boulangerie agréable avec des produits excellents, mais depuis un moment, un employé travaille seul le soir, sert des baguettes vraiment, vraiment dangereuses. Ces baguettes sont tellement dures que vous pouvez faire rentrer quelqu'un dans le coma en la tapant sur sa tête. Vous croquez ces baguettes et vous êtes sûr d'y laisser la mâchoire dessus. Ce n'est pas vous qui mangez la baguette, c'est elle qui vous mange. Celui-là, il fallait le dire. J'étais plié hier. Le gars, il sait qu'en écrivant ça, tu vois, il va faire rire les gens, tu vois, en même temps. Il détruit le commerce, il fait rire les gens. Et ça, c'est le pire combo, en vrai, dans un commentaire. C'est le pire combo. Qu'est-ce que tu veux répondre quand t'es le proprio, là? C'est fini. Tu peux rien faire. Tu peux pas dire, oh, nos procédés de cuisson, tu vois, tu peux plus rien expliquer. C'est fini. C'est ça. Parce qu'il y a la dérision. Il y a l'autodérision, enfin la dérision en elle-même. Et vas-y. Une fois que t'arrives à faire rire les gens, c'est terminé. Mais moi, je pense que je serais plus de cette école-là, tu vois. Donc si je critique, je rigole en même temps. Parce que là, ça se voit qu'il a vraiment été déçu, mais il le représente différemment que dire c'est dégueulasse. Et tu sais qu'au final, ça peut faire une bonne pub des fois. Parce que le buzz, tu vois, le fait qu'il y ait la mâchoire, les gens ils vont se dire, bah attends, je vais quand même voir ce qu'elle donne cette baguette, tu vois. Donc ça se trouve, elle était bonne, les gens après ils vont y retourner. C'est un peu comme les vidéos YouTube des youtubeurs assez connus qui vont dans les pires restaurants, les pires. Tu vois, ils veulent vraiment voir à quoi ça ressemble, en quoi c'est le pire restaurant. Donc ça intrigue en fait d'être médiocre. Il y a pas de mauvaise pub au final. C'est ça. Il y a que du buzz. Ouais. Mais je pense. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Attends, on commence à avoir les automatismes. Mais du coup, on espère que cet épisode vous aura plu. Nous, voilà, on voulait le refaire, les avis Google, en espérant que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous noter également, donc pour faire suivre cet épisode sur Spotify et Apple Podcast. Ça commence à grimper tout doucement. Merci encore pour la force, les gars. Merci ceux qui s'abonnent à nous sur Instagram. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Ceux qui nous regardent sur YouTube, ça nous fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ouais, ciao.